le comité d'éducation. Malheureusement, Chantal est malade aujourd'hui, donc je lui souhaite un bon rétablissement. Mais voilà, je suis solo. Mais j'aimerais aussi souligner la contribution vraiment importante là, du comité des prix d'excellence dont Edith Lalande fait partie. Il y a aussi, bien sûr, Chantal Mallette, Amanda Fritz, Julie Charret-Derry et bien sûr, Perrine Barbier, notre gestionnaire de l'AFP, pour tout le travail colossal qui a été accompli. Donc, je vais simplement lire la reconnaissance du territoire. Oups, un instant. Donc, la reconnaissance du territoire est en elle-même une marque d'hommage et de respect envers les peuples autochtones. Elle atteste de leur présence tant historique qu'actuelle. La reconnaissance et le respect sont indispensables à l'établissement de relations saines et réciproques et à la poursuite du processus de réconciliation. Un extrait du guide de reconnaissance des Premières Nations et des territoires traditionnels. Vous pouvez en apprendre davantage sur le territoire sous vos pieds en visitant whose.land ou nativeland.ca. Je voulais simplement demander, avant de commencer, est-ce qu'il y a des personnes plutôt anglophones qui préféraient que j'alterne les deux langues? Peut-être l'indiquer dans le chat. Donc, quelques mots sur l'AFP, l'Association des professionnels en philanthropie. On est une organisation, bien sûr, internationale avec 30 000 membres. Au Québec, nous avons 320 membres et plus de 3 000 à travers le Canada. Notre section est appuyée par 15 administrateurs et administratrices, ainsi que nos 2 gestionnaires. Donc, la Journée nationale de la philanthropie, qui depuis 1986 a lieu le 15 novembre, est une journée qui nous permet de célébrer, de récompenser les personnes, les individus, entreprises, organisations qui font vraiment une différence au niveau de la philanthropie. Donc, c'est sûr que nos organisations ne seraient pas les mêmes sans les gens et les entreprises, les organisations qui s'impliquent et qui font une différence. D'ailleurs, cette année, depuis 2 ans, la Journée nationale de la philanthropie était célébrée en virtuel. Cette année, on est vraiment très heureux. La journée va avoir lieu en présentiel au Centre Mont-Royal. Donc, merci à nos partenaires, un petit clin d'œil aux partenaires. Donc, partenaire Diamant, Peartree, BNP, Performance Philanthropique, Donor Perfect, Global Philanthropic Canada et RBC. Partenaire Platine, Prodon, TD, Unicause. Partenaire bronze, KCI, Philanthropia. Partenaire en biens et services, Atypique. Donc, un petit peu sur le déroulement de la rencontre. Donc, nous allons parler de l'objectif, quel est l'objectif du webinaire, quelques petits mots sur un déroulement optimal. Donc, en fait, je vous laisse regarder un peu le déroulement, mais comme vous voyez, on a comme plusieurs éléments à couvrir. Attendez un instant. Voilà. Donc, aujourd'hui, on voulait partager avec vous les nouvelles, en fait, pour cette année, clarifier le processus de mise en candidature, optimiser les chances que vos candidats soient célébrés et répondre à toutes questions que vous pourriez avoir. Donc, c'est vraiment de mettre les chances de votre côté. On voit qu'il y a quand même chaque année, on reçoit, en fait, le nombre de candidatures qu'on reçoit varie, mais ce qu'on voit aussi, c'est que la compréhension des questions de certaines ne sont pas toujours les mêmes. Donc, on souhaitait vraiment clarifier aussi ce que le jury recherche, ce qu'on recherche au niveau des prix, ce qui est inspirant aussi. Moi, honnêtement, j'adore travailler, en fait, faire du bénévolat sur ce comité parce qu'on découvre des histoires extraordinaires, on voit de l'implication et de l'engagement exceptionnel. C'est un narratif, c'est du storytelling. C'est ça puis c'est ce qui motive et qui fait que les gens vont être reconnus. Donc, c'est de pouvoir partager avec vous comment mettre en valeur vos candidatures puis s'assurer qu'on puisse vraiment voir l'ampleur de l'engagement puis l'impact que ces gens-là ont auprès de vos organisations puis du domaine de la philanthropie. Quelques petits points pour le déroulement optimal. Donc, oui, la rencontre est enregistrée. Donc, présentement, tout le monde est en sourdine, mais il va y avoir une période de questions à la fin de la rencontre. Donc, si vous pouvez garder vos questions jusqu'à la fin. Si je n'ai pas les réponses, je vais essayer de faire mon mieux pour vous répondre, mais sinon, on va vous revenir au cours des prochains jours.
Aussi, c'est simplement, le webinaire, c'est aujourd'hui, petite d'information. On ne va pas nécessairement discuter de raisons pourquoi certains jurys n'ont pas retenu certaines des candidatures dans le passé. Si vous avez des questions plutôt en rétroaction, vous pouvez communiquer avec nous directement. Donc, comme vous savez, les prix d'excellence en philanthropie souhaitent reconnaître la générosité, l'engagement et le leadership exceptionnel dont nos organisations bénéficient. Ça fait maintenant depuis presque 20 ans. Vous pouvez aussi aller voir sur le site Internet qui ont été les lauréats dans le passé. Donc, depuis 2016, vous avez tous les lauréats, leur histoire avec des photos et tout. Ce qui va pouvoir peut-être vous donner des exemples et vous inspirer lorsque vous préparez vos dossiers de candidature. Puis comme je mentionnais, cette année, en fait, depuis les dernières années, c'est sûr qu'à chaque année, on a des commentaires au niveau des membres du jury ou au niveau des membres. On essaie toujours de s'améliorer. Et basé sur les commentaires et les différentes suggestions qu'on a reçues, cette année, on a fait quand même toute une réflexion pour revoir et bonifier notre processus dans le but vraiment d'optimiser les chances de tous, de clarifier aussi certains des critères qui étaient peut-être qu'on a réalisés, qui n'étaient peut-être pas nécessairement clairs. Aussi, au niveau des catégories, il y a des modifications. On a regardé aussi quelques autres prix prestigieux qu'il y avait dans différentes industries, que ce soit le prix bénévole du Canada, que ce soit le concours Arista, que ce soit les Mercuriades. On a regardé ce qui se faisait au niveau des prix, des remises de prix de lauréats dans différentes sphères. Et on a revu notre processus basé sur cette recherche et puis sur les différents commentaires là, qui ont eu lieu. Donc, les critères d'éligibilité, donc qui peut soumettre une candidature? En fait, qui peuvent être plutôt candidats pour un prix d'excellence. Lorsqu'on parle de personnes qui peuvent être lauréats, les personnes doivent être de citoyenneté canadienne ou avoir une résidence permanente ici et ou être détentrice d'un certificat de sélection, du Québec à la date de référence ou avoir son domicile principal au Québec. Donc, c'est quelqu'un qui doit résider au Québec. S'il y a une entreprise, certaines entreprises qui ont un siège social international peuvent être considérées si elles s'impliquent et elles ont un impact au Québec. Donc, je pourrais nommer, à titre d'exemple, je ne sais pas, Google, mais s'il y a quelque chose qui s'implique, qui est au Québec, alors à ce moment-là, elle pourrait être considérée. Une personne ou un organisme peut être nominé dans plus d'une catégorie, on va accepter. Par exemple, l'année dernière, le prix du grand philanthrope était Lino Saputo, qui était dans cette catégorie-là, mais il aurait pu aussi avoir été considéré pour une catégorie bénévole ou autre. Donc, ça, lorsqu'on regarde les candidatures, il n'y a pas d'élimination. Les personnes peuvent être considérées dans deux catégories. Les candidatures, en fait, doivent être soumises par un organisme de bienfaisance. Sauf lorsqu'il s'agit de soumissions provenant en fait, par un organisme enregistré. Ce sont les organismes enregistrés qui doivent soumettre des candidatures. On demande à ce qu'un organisme ne soumette qu'une seule candidature par catégorie. Donc, c'est sûr que le comité de présélection et le jury doivent quand même faire tout un travail pour nominer ou pour choisir un lauréat parmi de très belles candidatures. Donc, on demande aux organismes déjà de faire aussi vos devoirs et de soumettre qu'une seule candidature, donc vos meilleurs candidats pour chacune des catégories. La différence, en fait, l'exception, c'est quand il s'agit de soumissions provenant de différents chapitres d'un même organisme. Donc, par exemple, pour une grande fondation qui a plusieurs chapitres. Donc, il pourrait y avoir un chapitre dans une région qui soumet une candidature pour un candidat de sa région, alors qu'une autre peut pour la même catégorie. J'espère que c'est clair. Oui. Donc, c'est ça, ce sont des organismes qui peuvent soumettre des candidatures. Les personnes ne peuvent pas se présenter eux-mêmes leur candidature. Donc, ça doit être un organisme qui appuie et qui soumet la candidature.
Un individu, une entreprise ou une fondation peut gagner un prix dans une même catégorie une seule fois en 5 ans. Donc, ce qu'on veut, c'est il y a un moratoire. Donc, si quelqu'un a, par exemple, gagné le prix bénévole par excellence, il faut attendre 5 ans avant que cette personne-là puisse le gagner à nouveau. On veut vraiment ici offrir le plus de chances possible au plus de nombre de personnes ou d'entreprises là, qui puissent remporter un prix ou être reconnues pour leur engagement. Je voulais souligner aussi que oui, il y a un co on est quand même assez, rigoureux au niveau là, des conflits d'intérêts. Donc, lorsqu'il y a un membre du jury ou du comité organisateur qui est dans une situation de conflit d'intérêts, par rapport à une candidature, donc le comité organisateur se réserve le droit de demander à ce membre de s'abstenir de vote, dans le ou la catégorie pour laquelle il y a conflit d'intérêts. Donc, et ça, les membres du jury le font également. Donc, lorsqu'il y a un conflit d'intérêt, la personne va simplement s'abstenir pour cette catégorie-là. Au niveau du processus d'évaluation, donc comme je mentionnais, on reçoit de nombreuses candidatures. Quelques années, ça peut être 70 ou plus. Là, on reçoit un nombre assez important. Donc, il y a une présélection qui est déjà faite par le comité organisateur, qui est le comité également de présélection. Donc, on va regarder premièrement, est-ce que les candidatures sont éligibles? Est-ce que les gens répondent aux critères? Donc, ça, c'est et on va regarder un peu les raisons plus tard là, pour lesquelles une candidature serait rejetée. Ensuite, on fait un processus d'évaluation en utilisant une feuille de pointage. Et ensuite, on fait les calculs et on regarde qui sont les 3 candidats qui ont le plus haut pointage dans chacune des catégories. Ces 3 candidats-là sont ensuite envoyés aux membres du jury qui font le même exercice, qui font une évaluation par pointage. Ensuite, le comité organisateur fait la compilation pour voir quel est le pointage de chacun des lauréats et il y a une rencontre de détermination des lauréats par le jury. Donc, il y a une rencontre normalement au mois de septembre de délibération au niveau pour nominer qui sont les récipiendaires cette année. Ici, on a la composition du jury en 2021. Donc, le jury est présidé et toutes les personnes qui sont sur cette liste en 2021 ont confirmé qu'ils vont être toujours membres du jury en 2022. Par contre, on est en train d'approcher de nouvelles personnes et donc le jury de 2022 sera annoncé prochainement. Mais Andrew Molson est président du jury, Meyer Bick et Sandra Chartrand, Julie Reich, Lucie Rémière, Catherine Rowe et Jonathan Wiener sont tous sur le jury. Donc, au niveau des formulaires, on a ajouté de nouvelles informations cette année. Lorsque vous allez voir, ceux qui sont déjà habitués ou qui ont déjà soumis des candidatures, vous allez voir qu'il y a quand même plusieurs informations qui ont été rajoutées cette année pour que vous puissiez premièrement mieux présenter votre organisme. Donc, quelle est la mission de votre organisme, le nombre d'employés, le budget annuel aussi. Ça, on a ajouté le budget annuel parce qu'on veut pouvoir comparer aussi quand on regarde une candidature, ce qui est très important, c'est l'impact que ce don, l'impact que l'engagement bénévole ou tout a eu sur votre organisme. Et on veut pouvoir, il y a peut-être un don qui pour votre organisme est quelque chose d'exceptionnel et qui a vraiment transformé. En tout cas, on veut pouvoir voir aussi quelles sont l'ampleur et la grosseur de l'organisme pour pouvoir voir aussi quel est l'impact que cette personne-là a eu. Donc, le secteur aussi dans lequel il opère. Un bref historique de vos activités, un aperçu de vos réalisations concrètes. Le domaine d'activité des entreprises mises en nomination et l'ampleur géographique peut aussi. Et on a inclus la possibilité d'inclure une brève biographie du candidat ou de la candidate. Au niveau des catégories, donc, on a 8 catégories. Certains des titres ont changé, des catégories anciennes, et il y a de nouvelles catégories. Donc, prix grand donateur par excellence. En fait, dans les années précédentes, c'était le prix grand philanthrope par excellence. Par contre, on a réalisé que quand on parle de grand donateur, pour le prix, c'est vraiment, on parle d'engagement financier, de dons. Donc, on voulait vraiment faire la différence entre le prix bénévole et le prix au niveau du philanthrope. Et dans les années précédentes, parfois, on voyait qu'il y a des gens qui mélangeaient ces 2 catégories-là. Donc, maintenant, le prix philanthrope, c'est prix grand donateur par excellence. Le prix bénévole par excellence qui est le même que dans les années précédentes.
On a une catégorie prix grand donateur corporatif par excellence, prix entreprise citoyenne, puis je rentrerai dans les détails bientôt, prix jeunesse engagée, prix professionnel novateur et prix carrière exceptionnelle en philanthropie. Je souligne que c'est vraiment important de mettre le candidat dans la bonne catégorie, sinon vous pourriez être rejeté. Donc, si jamais vous soulignez quelqu'un qui s'est impliqué dans une campagne à titre bénévole, mais que vous soumettez sa candidature dans le prix grand donateur, votre candidature serait rejetée parce qu'il faut vraiment répondre aux critères pour les bonnes catégories. Aussi, dans les dernières années, le jury a assigné un lauréat coup de cœur. Ce n'est pas nécessaire, mais souvent, ça peut arriver. Puis dans les dernières années, là, les jurys, souvent, on reçoit de très, très belles candidatures, puis il y a toujours une qui ressort comme coup de cœur. Je sais qu'il y a des questions. J'ai une question ici. Est-ce que l'organisme candidat doit être membre de l'AFP? Non, ce n'est pas nécessaire là, que l'organisme soit membre de l'AFP. Donc, prix grand donateur par excellence honore un individu, une famille ou une fondation privée qui, par son soutien financier direct, a fait preuve d'une responsabilité civique hors du commun et d'une générosité exceptionnelle au service de votre organisation ou pour un projet de collecte de fonds spécifique. Donc, ça vise à saluer un don indépendant d'une organisation et d'une entreprise. Et on veut voir aussi l'impact que ça a eu sur votre capacité à offrir vos programmes et vos services. Ce n'est pas obligatoire de divulguer quel est le montant de l'implication philanthropique. C'est sûr que des fois, il peut y avoir des questions de confidentialité des informations. Donc, peut-être qu'il y a un don qui n'a pas encore été, le montant n'a pas été public ou que le donateur ne veut pas nécessairement que le don. Mais il faut qu'on puisse contextualiser la capacité du donateur c'est sûr que si on voit les sommes données par rapport à un budget annuel, par rapport, on voit quelle est la nature exceptionnelle du don. Donc, il faut que si vous ne pouvez pas divulguer le montant, vous devez démontrer quand même comment est-ce que ce don est exceptionnel et l'impact que ça a eu pour qu'on puisse comparer avec les autres candidatures et puis voir lesquelles devraient être, se voir décerner le prix. Donc, c'est sûr que d'indiquer une somme, ça peut être un avantage. Mais je voulais mentionner, c'est ça que certains, pour un organisme, puis au niveau des dons majeurs ou des dons exceptionnels, un don peut être exceptionnel pour un organisme à un certain montant, alors que pour un autre, ça peut être différent. Nous, on veut vraiment prendre différentes... c'est sûr que le comité, le jury prend différents éléments en considération. Ce n'est pas juste la hauteur du montant du don qui va faire que le lauréat va gagner. Ce sont tous les critères qui sont évalués. L'année dernière, par exemple, c'était Lino Saputo qui a remporté le prix qui avait été soumis par la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal et Centraide. Donc, c'était deux organismes qui avaient soumis une candidature, ce qui est intéressant d'ailleurs d'avoir quand deux organismes se mettent ensemble. La famille Chagnon avait été lauréate 2020. Au niveau des critères, et là, il y a quand même plusieurs modifications. On a revu aussi la pondération des critères que vous allez voir. On a 4 questions, 4 critères maintenant qu'on demande de remplir au niveau du formulaire. Les circonstances du don, donc parler un peu de la genèse, comment est-ce que le don est arrivé. Vous pouvez donner un peu des éléments dans le temps. Donc, comment est-ce que vous avez bâti la relation avec ce donateur, son engagement auprès de l'organisme, les circonstances. Donc, vraiment donner plus de détails. Vous verrez aussi que dans le formulaire, on a essayé de clarifier vraiment et de donner plus d'exemples sur comment répondre aux critères puis comment présenter votre candidature. L'impact du don sur votre organisme, donc l'impact concret, si vous pouvez le quantifier, donc combien de personnes, grâce à ce don, pourront bénéficier de vos services, quel impact ça a eu lieu au niveau de votre... ça peut être aussi quantifier l'impact au niveau monétaire ou pourcentage de votre budget annuel ou de votre événement. L'impact au niveau de... Est-ce que ça a eu un impact au niveau de la capacité pour que vous offriez vos programmes ou vos services?
si vous pouvez quantifier le nombre de bénéficiaires, etc. Ensuite, le caractère exceptionnel du don. Qu'est-ce qui fait que ce don-là est exceptionnel pour vous? Est-ce qu'il est transformateur, puis en quoi pour votre organisation? Puis, de quelle manière est-ce que le soutien financier crée un effet multiplicateur au profit de votre mission? Est-ce que ça a eu un impact au niveau des autres? Est-ce que ça a eu un effet de levier, un effet d'exemple pour vous? Et dans quelle mesure est-ce que le candidat est un catalyseur de changement au sein de votre communauté? Donc, veuillez porter aussi attention au nombre de mots parce que si vous dépassez le nombre de mots dans une catégorie, vous serez aussi éliminé. Donc, simplement gardez ça en tête. Et on a rajouté une autre question, en fait, dans chacune des catégories qui est éthique et responsabilité. Donc, c'est sûr que l'AFP a un code de déontologie qui est vraiment très important, bien sûr, pour notre domaine et on veut simplement s'assurer que les candidats, ils respectent les standards d'éthique et de transparence de l'AFP Québec, tel qu'énoncé dans le code de déontologie que vous pouvez trouver sur notre site Internet. Donc, dans cette catégorie, c'est une possibilité, c'est une question oui ou non. Donc, est-ce que ce don respecte les standards? Vous pouvez mettre oui ou non. Vous avez un 50 mots si vous voulez compléter ou mettre un commentaire. Donc, au niveau de la pondération, cette question-là n'a pas de pondération ou quoi que ce soit. On veut simplement s'assurer que les candidats respectent le code d'éthique dans le cas du prix grand donateur. Pour les autres critères, dans les années précédentes, on avait certains critères qui avaient 40 points, d'autres 60. Il y avait quand même de grosses différences au niveau du nombre de points qui étaient alloués pour chacun des critères. Là, on a décidé de simplifier. Donc, les trois critères sont 5 points chacun pour les membres du jury. Donc, chaque question est aussi importante au niveau de la présentation puis de l'information qui est requise. Prix bénévole par excellence. Donc ça, c'est vraiment on recherche une implication bénévole qui est reliée à la collecte de fonds. Exemple, quelqu'un qui était président d'une campagne de collecte de fonds, qui était impliqué au niveau d'un événement, donc, on vise vraiment là, à reconnaître quelqu'un qui a fait preuve d'une responsabilité civique hors du commun et qui agit comme levier pour motiver et coordonner des donateurs ou des bénévoles au sein de votre mission pour un projet spécifique. Donc, et ici, vous voyez les exemples des lauréats de l'année dernière et des dernières années. Au niveau des critères, donc, on souhaite voir l'engagement bénévole du candidat. Donc, encore, décrire une description de l'engagement. Donc, vous pouvez aussi, en termes des éléments dans le temps, donner plus d'informations, la relation de ce bénévole, excusez-moi, son engagement auprès de votre organisme et tout. L'impact que ça a eu, l'impact de l'engagement du candidat, donc, sur votre organisme. Le troisième, c'est le leadership du candidat et l'esprit rassembleur. Donc, comment est-ce que ce bénévole ou cette bénévole a agi comme levier pour motiver et coordonner les bénévoles ou les donateurs autour de votre organisme? Est-ce que ça a eu un effet multiplicateur sur votre mission? Et puis, comment est-ce que cette personne-là a été catalyseur de changement? Donc là, on cherche vraiment l'esprit rassembleur, puis comment est-ce que ça a motivé. Au niveau de la question 4 de l'éthique, responsabilité et inclusion, cette question-ci vise non seulement à voir si la personne a respecté les standards d'éthique et de transparence de l'AFP, mais aussi les efforts qui ont été investis pour assurer que l'initiative ou de bénévoles soit inclusive et éco-responsable. Donc, ici, c'est un peu une question bonus. Il y a 200 mots qui peuvent être alloués à cette question-là. C'est une nouvelle question cette année. Donc, on veut savoir comment est-ce que la personne a respecté les standards d'éthique et de transparence de l'AFP. Est-ce que la personne a fait preuve de saine gestion dans l'initiative bénévole? Est-ce qu'elle s'est assurée
s'assurer, par exemple, si la personne était en charge d'un événement, que les coûts soient raisonnables par rapport aux fonds amassés, la saine gestion. Ça peut être respecter la confidentialité, mentionner s'il y a conflit d'intérêt. Bon, ça, ce sont des exemples. Est-ce qu'on veut aussi voir si une initiative est inclusive et éco-responsable? Et ça, c'est un maximum de 200 mots. Le jury pourrait donner un maximum de 3 points bonus pour cette question-là. Donc, les 3 autres critères sont 5 points chacun. Celle-ci, c'est un peu une question bonus, c'est une nouvelle question qui pourrait faire que les membres du jury souhaitent allouer des points extra pour ce critère. Prix grand donateur corporatif par excellence. Ça, je dirais que c'est comme le prix grand donateur, mais d'une entreprise. Donc, encore là, on cherche à voir l'impact financier d'un don philanthropique qui a été fait pour un programme ou un service ou pour votre organisation. Donc, les critères sont équivalents, je dirais, à ceux du prix grand philanthrope, mais on cherche vraiment pour une entreprise. Et encore là, on veut savoir quel était le caractère exceptionnel du don pour votre entreprise. Excusez-moi, pour votre organisation. Donc, je vous inviterai à voir un peu plus, revoir les critères plus en détail, là, puis il me fera plaisir de répondre à des questions. On a aussi le prix entreprise citoyenne par excellence. Donc, dans les années précédentes, il y avait un prix entreprise par excellence. Mais ce qu'on voyait, c'est que souvent, on comparait des candidatures où c'était une entreprise qui avait fait des dons et d'autres où c'était plus des implications philanthropiques au niveau, de soit ça pouvait être une initiative de collecte de fonds comme un événement par les tiers ou une implication des employés avec des activités de collecte de fonds, tout ça. Donc, on n'était pas en train d'évaluer des candidatures sur les mêmes critères et tout. C'est pour ça qu'on a revu les catégories pour prix entreprise citoyenne par excellence qui vise à reconnaître une initiative philanthropique hors du commun et comment une entreprise a motivé et coordonné des groupes de donateurs ou de bénévoles lors d'une initiative corporative philanthropique. Et là, il y a 2 catégories dans ce prix-là. Il y a pour les entreprises de moins de 500 employés et pour les entreprises de 500 employés et plus. Alors que l'autre, et on a créé le prix excusez-moi, grand donateur corporatif pour les dons d'entreprise. Puis au niveau de l'entreprise citoyenne par excellence, les critères sont un peu les mêmes que pour un individu, le prix bénévole. Donc, comme on cherche une implication plus bénévole ou une implication avec un leadership, donc c'est un peu les critères qu'on recherche. Ensuite, au niveau des prix jeunesse, dans les années précédentes, on avait 2 prix jeunesse par excellence. On avait pour les jeunes de moins de 18 ans et pour les 18 à, je pense, 35 ans. Ce qu'on a vu, c'est qu'on avait de magnifiques candidatures, mais moins de candidatures dans cette catégorie. Donc, on a revu, on a décidé de remettre un seul prix jeunesse engagé et pour des jeunes de 25 ans et moins. Donc, il y a des exemples de ceux qui ont été reconnus dans les années passées. Et le prix jeunesse engagée par excellence, donc mesure l'engagement, l'impact, le leadership. Et au niveau de l'éthique, responsabilité et inclusion, il peut y avoir un bonus si le jeune a fait preuve justement là, à observer les principes de l'AFP, puis et quelques bonus en plus si l'initiative est inclusive et éco-responsable. Ensuite, prix professionnel novateur par excellence. Anciennement, c'était le prix gestionnaire novateur par excellence. Donc, c'est un prix qui avait été créé, en fait, on l'avait créé pendant la pandémie, la première année de la pandémie, parce qu'on avait vu qu'il y avait vraiment des gens qui étaient sortis des sentiers battus avec de nouvelles initiatives et tout ça. Et c'est un prix, finalement, qui est vraiment important pour notre domaine, pour nos organismes. On ne voulait pas seulement saluer des gestionnaires, mais plus
tout professionnel en philanthropie qui est sorti des sentiers battus, qui a fait preuve d'innovation, qui fait évoluer notre domaine à travers une initiative spécifique. On veut saluer quelqu'un qui a amené un vent de fraîcheur là, dans le domaine de la philanthropie grâce au déploiement d'une campagne novatrice. Ça peut être une collaboration interinstitutionnelle extraordinaire, ce qui a été le cas l'année dernière, qui a été souligné. Et voilà, donc ça honore le sein d'une personne qui œuvre au sein de votre organisation. Au niveau des critères, donc on cherche quelle est l'innovation, l'aspect innovation. Donc, en quoi est-ce que cette initiative diffère de vos autres activités? Comment est-ce qu'elle s'est distinguée? L'impact, bien sûr. Le leadership du candidat ou de la candidate. Et puis, bien sûr, éthique, responsabilité et inclusion, quelques mots bonus. Et ensuite, le prix Carrière exceptionnelle en philanthropie, qui est un prix qui est décerné depuis de nombreuses années. Et ça, c'est vraiment qui honore un professionnel de la philanthropie qui a su démontrer un niveau d'excellence soutenu dans le domaine de la philanthropie. Donc, la différence entre prix professionnel novateur, c'est que c'est pour une initiative particulière et ça peut être quelqu'un qui est reconnu, que ça ne fait pas nécessairement des années que la personne est en philanthropie, mais elle a fait quelque chose d'extraordinaire pour un projet ou une initiative particulière. Le prix carrière exceptionnelle en philanthropie, c'est quelqu'un qui est en philanthropie depuis des années puis qui a vraiment eu qu'elle a démontré au cours des années un impact soutenu dans la philanthropie. C'est quelqu'un qui est reconnu pour son expertise. C'est quelqu'un qui a vraiment permis de montrer un dévouement hors norme au domaine de la philanthropie. Donc, au niveau des critères, on cherche, le premier, c'est carrière exceptionnelle, donc une biographie et cheminement professionnel de la personne, ses champs d'intérêt. Ça peut être aussi les causes auprès desquelles la personne est impliquée. Les points saillants de la carrière, les accomplissements concrets, ça peut être le nombre de campagnes auxquelles la personne a participé, ça peut être certain en tout cas. Donc, on veut vraiment avoir une idée de sa carrière dans le temps. L'impact sur l'organisme, dans quelle mesure la personne est un catalyseur de changement. Le dévouement au sein de la philanthropie. Donc, est-ce que la personne s'est engagée dans la philanthropie à inspirer les nouvelles générations professionnelles? Est-ce qu'elle a eu des collaborations institutionnelles? Est-ce qu'elle a pris part à, je sais pas, des conseils d'administration, des bénévoles, des programmes d'éducation, d'enseignement? Est-ce qu'elle a fait du rementorat? Est-ce qu'elle a écrit des articles ou de recherche et tout? Donc, on veut vraiment savoir comment cette personne-là s'est démarquée, puis sa contribution au domaine de la philanthropie. Et bien sûr, éthique et responsabilité. Donc, pour le formulaire, quelques petites notes à prendre quand vous complétez quand vous montez vos dossiers de candidature. Donc, le jury se base vraiment sur les critères qui sont utilisés pour évaluer les candidatures. Donc, c'est vraiment important de bien regarder, relire les questions et de répondre aux critères. Puis encore là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, pour chacune des catégories, là, on vous guide sur les réponses à formuler. C'est vraiment important là, de répondre aux questions puis au bon endroit. Donc, si on parle d'impact, parfois, c'est tentant là, quand on demande de décrire l'initiative, de tout de suite parler d'impact, mais c'est important de répondre à la question de l'impact dans le critère de l'impact. Donc, c'est d'être bien structuré pour répondre aux questions. Bon, la pondération, plus la pondération est élevée, plus il faut fournir des faits et mettre en lumière l'engagement du candidat. Maintenant, c'est sûr que la pondération est la même pour les 3 critères. C'est juste la dernière question bonus qui a une différente pondération qui peut être un surplus de 3 points, mais chacune des questions est maintenant à 3 points. Donc, c'est important aussi que vous passiez le même nombre de temps et d'informations pour chacune des questions. Puis bien sûr, attention au maximum de mots. Aussi, vous pouvez joindre une photo. Je dirais que la photo est importante. Et comme vous savez, quand on évalue les candidatures, on regarde l'histoire, on regarde le narratif et les gens vont choisir. C'est important de montrer le côté humain de la personne, le côté d'associer
un visuel. Ça peut être une photo de votre bénévole à un événement, ça peut être une photo du jeune qui est en train de faire quelque chose pour votre organisme. C'est important, par contre, de mettre une photo et, si possible, de joindre le contexte. Ça peut être, je sais pas, une photo du donateur qui fait une visite à votre organisme ou qui fait la remise de chèques, là, mais de pouvoir mettre... c'est pas, c'est pas pas essentiel, mais c'est important. Donc, les meilleures pratiques. Ça, ce sont des différentes, au niveau des meilleures pratiques, les organismes qui ont déjà dont leur candidat a déjà été lauréat, qui nous ont soumis leurs meilleures pratiques. Donc, souvent, les organismes qui soumettent des candidatures utilisent les prix comme une belle opportunité d'intendance ou de créer des liens et de reconnaître vos bénévoles, vos donateurs et de montrer aussi à quel point ils sont importants pour vous. Aussi, certains organismes vont vraiment prendre le temps de sensibiliser tous les membres de leur équipe pour identifier les candidatures que vous pourriez présenter. Donc, c'est pour un organisme, par exemple, qui a différents départements, ils vont souvent se rencontrer pour discuter puis sélectionner qui pourrait être récipiendaire et que chacun puisse garder en tête là, quand ils ont d'initiatives qui pourraient éventuellement faire partie des candidats que vous présentez. Aussi, c'est sûr que ce sont des pièces de communication, du storytelling. Si vous avez des experts en rédaction puis recherche d'informations qui peuvent vous aider à monter les dossiers, que ce soit des employés de communication ou des pigistes, c'est sûr que ça peut aider aussi à présenter vos candidats de la meilleure façon possible. Puis, démontrer l'engagement exceptionnel et l'impact, ça, je ne peux pas mettre plus d'emphase là-dessus. Là, c'est important qu'on voit le caractère. C'est des prix d'excellence, donc il faut qu'on puisse voir l'aspect excellence dans les prix. Puis, encore là, on veut reconnaître une multitude de personnes, de grands donateurs. Et donc, quel est l'impact et le caractère exceptionnel pour vous? Ensuite, considérer à demander à d'autres organismes d'appuyer la candidature. Si dans vos dossiers de candidature, vous pouvez inclure de l'information sur comment ce bénévole ou cette bénévole et comment ce donateur s'est aussi engagé auprès de d'autres causes, ça bonifie et ça met plus de poids dans le dossier que si c'est simplement juste pour votre candidature. Par exemple, une entreprise qui s'est engagée auprès de vous, mais vous savez qu'elle s'est aussi engagée auprès de d'autres puis qu'elle a aussi fait d'autres initiatives, vous pourriez l'inclure. Et c'est sûr que ça donne une vue plus d'ensemble parce que lorsqu'on évalue une candidature, on regarde la vue d'ensemble pour le candidat. Et donc, si vous avez d'autres organismes pour lesquels cette personne-là s'est engagée, vous pouvez les approcher et dire, écoutez, moi, j'aimerais ça. On a pensé présenter cette personne-là, est-ce que vous voulez vous joindre à nous? Puis ça pourrait être un facteur positif, en fait, et avoir une plus-value. Pourquoi est-ce qu'une candidature serait rejetée? Parce qu'on a déjà eu des commentaires où les gens ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'une candidature n'était pas présentée. En fait, c'est sûr que lorsqu'un dossier est déposé dans la mauvaise catégorie, donc attention pour le professionnel en philanthropie versus carrière. Donc, si c'est quelqu'un qui a une longue carrière en philanthropie, puis pas nécessairement une initiative novatrice, alors mettre cette personne-là dans la bonne catégorie carrière en philanthropie. Donc, si jamais il y a non-respect des critères généraux d'éligibilité dont on a parlé au début, si vous avez trop de mots par catégorie, candidature trop centrée sur sa propre organisation, la candidature ne sera pas nécessairement rejetée, mais pourrait avoir un moins haut pointage et impact peu démontré. Donc, ça, ce sont des choses qu'on a réalisées au cours des dernières années qui peuvent avoir un impact sur le pointage. Au niveau des dates, donc aujourd'hui, il y a le processus qui a été lancé.
Vous avez jusqu'au 15 juillet à 17 heures pour pouvoir envoyer vos dossiers de candidature. Ensuite, le comité de présélection, qui est le comité organisateur, va faire une première analyse. On a 15 jours pour regarder, faire puis compléter les feuilles de pointage et décider des 3 candidats qui ont le plus haut pointage, qui vont ensuite être envoyés au jury. Le jury a environ 1 mois pour analyser leur candidature et va se rencontrer au mois de septembre. C'est marqué mi-septembre, mais ça pourrait être en début. On n'a pas encore déterminé de date, ça va dépendre du jury. Mais au mois de septembre, le jury se rencontre pour regarder les pointages, puis avoir des délibérations, discuter, puis discuter et décerner les prix. Et les jours suivants, donc, annoncer qui vont être les candidats, qui vont être les lauréats, pardon. La célébration, bien sûr, va être faite le 15 novembre au Centre Mont-Royal. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez visiter le site de l'AFP. La section Journée nationale de la philanthropie a tous les renseignements au niveau des prix d'excellence. Puis vous pouvez aussi nous envoyer un petit courriel si vous avez quoi que ce soit, vous avez besoin d'un coup de main. Et donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop rapide et que c'était clair, mais vous pouvez, si vous avez des questions, maintenant on peut prendre... On a quelques questions dans le chat, Corinne. Je vois, tu avais répondu à Brenda Green. On a ensuite Sophie Baillargeon. Dans le cas du prix Grand Donateur, est-ce que 2 organismes peuvent présenter cette candidature? Et est-ce que ça peut être tous les dons cumulatifs que ce donateur a fait au fil du temps? En fait, je dirais que ce serait intéressant, c'est important que vous démontriez que le grand donateur, que vous présentiez justement le don pour votre organisme, mais d'inclure aussi les dons cumulatifs des donateurs au fil du temps, oui, absolument. Vous pourriez, c'est d'inclure de spécifier en fait à ce moment-là. Mais je pense qu'au plus, le plus d'informations vous pouvez donner qui montrent le caractère exceptionnel de ce grand donateur, au plus la personne peut avoir une chance ça va renforcer le dossier. 2 organismes peuvent présenter la candidature. Vous pouvez la présenter ensemble, mais je sais qu'il y a une année où on avait 2 organismes séparés qui ne s'étaient pas parlé puis qui avaient présenté la même entreprise. Puis en fait, c'était comme un cumulatif. Puis finalement, cette entreprise-là, ben, elle avait remporté cette année-là parce que justement, il y avait eu quand même beaucoup de... Ça démontrait que l'entreprise était très impliquée. Mais si vous souhaitez, donc par exemple, prix grand donateur, ça peut être le don que la personne vous a fait, les dons cumulatifs et aussi la contribution à d'autres. Et là, vous avez vraiment un dossier qui est quand même bien complet puis qui démontre que c'est un donateur important puis qui fait une différence au monde de la philanthropie. Donc oui, tout à fait. Ensuite, on avait André Fauché qui, j'imagine, se posait des questions sur enfin, voulait plus d'informations sur les termes inclusifs et éco-responsables. Oui. Donc, en fait, inclusive, je pense qu'on a, l'AFP a une définition de l'inclusion et que je n'ai malheureusement pas. Donc, on pourrait... On pourrait l'envoyer, on pourrait la faire suivre avec la présentation, pourquoi pas? Oui, ça pourrait être intéressant, mais en fait, c'est et ou éco-responsable. C'est sûr que ce sont des valeurs qui sont de plus en plus importantes qu'on veut, qu'on souhaiterait en fait mettre de l'avant. Donc, c'est sûr que c'est pas au niveau de cette question-là, c'est de voir est-ce qu'il y a eu des efforts exceptionnels qui ont été faits pour assurer que les initiatives soient inclusives. Et est-ce qu'il y a eu par exemple, si c'est un événement, est-ce qu'il y a eu des éléments qui s'assuraient d'être éco-responsables? Donc, c'est sûr que c'est un peu un bonus. Donc, s'il y a mais c'est sûr qu'on souhaiterait vraiment reconnaître que s'il y a eu des efforts exceptionnels qui ont été faits pour mettre en valeur ces deux éléments qui sont de plus en plus dont on aimerait mettre l'emphase. Donc, on souhaiterait pouvoir reconnaître les efforts spéciaux qui ont été faits pour assurer l'inclusivité. Une autre question, peut-on envoyer une vidéo? Je ne pense pas qu'une vidéo, ça puisse être inclus dans le
Techniquement, ça ne fonctionne pas dans le formulaire, normalement. C'est vraiment en format PNG, JPEG, photo. À moins que cette vidéo-là, je pense, soit sur votre site Internet, puis vous incluiez le lien vers le site ou quelque chose comme ça. Là. Mais je pense que pour le moment, ben, pour cette année, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on avait prévu. Et puis, je vois une dernière question. Comment l'AFP définit le terme impact? Est-ce avec les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies? En fait, l'impact, c'est plus au niveau, puis je vais, est-ce que je suis toujours en train de partager? Non, on n'a plus ton écran, mais tu peux le repartager Oui, OK. sans doute si tu veux. En fait, au niveau de l'impact, c'est plus au niveau de, bon, on souhaiterait voir quel était l'impact sur votre mission, sur vos services, sur votre capacité à offrir vos services, vos programmes. Est-ce qu'il y a eu, comment est-ce que ça a bonifié votre mission? Est-ce qu'il y a eu plus de personnes qui ont pu en bénéficier? Est-ce qu'il y a eu, vous avez eu plus de fonds pour développer des nouveaux programmes? Est-ce que ce sont des choses, donc c'est plus, donc je dirais que, puis c'est quelque chose qu'on pourrait regarder éventuellement, les objectifs de développement durable des Nations unies, mais pour le moment, c'est vraiment là, au niveau si vous voulez regarder dans les critères, les questions, puis répondre aux questions concernant l'impact, on a essayé vraiment de clarifier plus amplement ce qu'on recherche. Puis je pense que l'impact, c'est quand même, c'est pas seulement une question financière ou une question, c'est vraiment aussi l'impact peut être, cette personne-là a réussi à amener 10 nouveaux bénévoles, 3 nouveaux administrateurs, mais ce qu'on veut savoir, c'est que c'est comment est-ce que cette personne-là fait une différence, tu sais, pour votre organisme? Pas seulement au niveau financier, au niveau, mais concrètement. Comment est-ce que ça va vous permettre soit d'être plus efficace ou d'être plus, en mesure de répondre, de pouvoir poursuivre votre mission? Est-ce que cette personne-là a financé une nouvelle technologie qui risque de révolutionner la façon dont les gens sont traités si vous êtes dans le monde médical, par exemple? Donc, c'est vraiment la différence, en fait, qu'ils ont fait pour votre organisme. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat et je voulais juste ajouter que j'ai justement ajouté dans le chat le lien de notre foire aux questions, qui est une nouvelle section. Donc, vous aurez peut-être aussi des réponses à certaines de vos questions plus ou moins techniques à cet endroit-là. Et à la suite de ça, j'ai mis mon adresse courriel si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent également et qui ne trouvent pas réponse sur la foire aux questions, vous pouvez m'écrire. Tout à fait. Puis on a vraiment hâte de recevoir vos dossiers de candidature. Puis n'hésitez pas, parce que je sais que ça peut être si c'est la première fois que vous soumettez ou que vous préparez un dossier de candidature, là, ça peut paraître beaucoup d'informations et intimidant et tout ça, là, mais en fait, c'est quand même. Je vous encourage vraiment à soumettre des candidatures. On souhaite vraiment recevoir des dossiers qui viennent de tous les domaines, de tous les secteurs, des grandes entreprises, des plus petites entreprises, des gens qui sont bénévoles dans une région versus au niveau du... Donc, vraiment d'avoir le plus de... Parce qu'il y a tellement des belles histoires et des beaux témoignages puis, qui sont... on a hâte de les découvrir. Puis pour nous, cette journée-là, c'est essentiel, puis c'est la base de la philanthropie, c'est d'avoir des organisations, des individus qui nous aident à atteindre et à réussir nos missions, qui sont vraiment des missions très importantes. Donc, pour nous, c'est une initiative qui est importante pour l'AFP, puis on vous encourage vraiment à ne pas hésiter. Mais je pense qu'on a fait, je pense que c'est complet. On a encore quelques minutes. Là, moi, je peux rester encore quelques minutes jusqu'à 1 heure. Là, s'il y a des gens qui veulent rester ou je ne sais pas, on peut ouvrir les micros, Perrine, si jamais tu veux, puis on peut discuter. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. Là, c'est vraiment un plaisir. Puis encore un gros merci
à Edith et Perrine, mes collègues, sur cette initiative. Merci pour ta présentation, Corinne. Merci. Oui, merci à tout le monde qui ont participé. C'était fort intéressant. Merci beaucoup. Oui, est-ce que je peux me permettre une question? Oui. Je suis étudiante à la maîtrise en environnement et développement durable, donc vous ne serez pas surprise que c'est moi qui ai posé la question sur les objectifs de développement durable des Nations unies. Puis, je me demandais, est-ce que vous avez des collaborations avec les universités, votre association comme telle, par rapport à faire de la recherche ou… Non, pas pour le moment. Encore? Quelle bonne réponse! OK, c'est bon. Donc, moi, je vais faire un suivi avec Perrine. Puis, je poserai une autre question. Est-ce que vous allez être à Québec pour le 9 juin? Moi, je serai à Québec pour le 9 juin. Et moi aussi. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde à Québec le 9 juin. Oui, De ce que Daniel Lantaigne aussi, notre président de CA, qui va être là. Puis, oui. Bien, écoutez, moi, j'ai très hâte. J'ai envoyé ma demande d'inscription. Puis, comme je suis étudiante-chercheuse, j'ai hâte d'en apprendre plus. Parfait. Vous êtes à Québec, alors? Non, je suis à Sherbrooke. Ah oui. Mais Québec, Sherbrooke, ça se fait bien. Juste un petit peu de GES entre nous, puis, mais après ça, on va pouvoir avoir l'énergie de pouvoir se rencontrer en personne. Parfait. Et je vous remercie énormément. Ça a répondu à mes questions, puis j'ai quelques candidatures en tête, donc c'est merveilleux. On travaillera là-dessus. Excellent. Au plaisir. Au plaisir. Merci, au revoir. Pour les personnes qui restent, je signale qu'on va envoyer le lien de l'enregistrement ensuite à tout le monde, à toutes les personnes inscrites. On le mettra sur notre site web, sur nos réseaux sociaux. Et puis, c'est ça, afin que ce soit disponible pour tout le monde après coup. Merci. Bravo, Corinne, d'avoir fait tout ça en solo. Écoute, j'ai pensé à lancer un message au comité, mais je me suis dit,